tous. Donc, je vais vous parler donc, de ce fameux mystère de Rennes-le-Château à travers cette conférence intitulée « Le secret dévoilé ». Alors, on va d'abord faire les présentations. Voilà, donc Rennes-le-Château, évidemment, avant toute chose, c'est un lieu. C'est un petit village, on le voit ici. Il est situé sur un petit éperon à une quarantaine de kilomètres à peu près, à vol d'oiseau, au sud de Carcassonne. Alors ce village, il serait certainement resté dans l'anonymat si un homme n'y était arrivé en 1885, et cet homme, c'est un prêtre, c'est François Béranger-Saunière. Il a 33 ans quand il arrive à Rennes-le-Château, c'est sa deuxième cure en charge, et cet homme va profondément changer le destin de ce petit village. Alors, quand il arrive, il découvre une église à l'état de quasi-ruine, on le sait parce qu'on a plusieurs rapports circonstanciés des autorités épiscopales qui régulièrement, tout au long du XIXe siècle, reviennent sur l'état absolument déplorable de l'église. On sait que la toiture menace de s'effondrer, qu'elle laisse passer la pluie, il n'y a quasiment plus de vitraux, et donc dès qu'il y a des intempéries, il pleut et il vente dans cet édifice. Régulièrement, l'envoyé de l'évêque demande des réparations, mais faute de revenus, eh bien, ces réparations n'ont pas lieu. Et puis, merci. Béranger-Saunière arrive à Rennes-le-Château, et très rapidement, il va se mettre à restaurer à ses frais cette église. Et il va orchestrer donc une véritable restauration du sanctuaire. Et pour faire parler de cette restauration, il va organiser un certain nombre de cérémonies religieuses, comme ça se faisait à l'époque. On a ici un exemple avec cette mission qui a été prêchée en 1891. Alors, où ce prêtre trouve-t-il l'argent pour réaliser ces différents travaux de restauration ? Eh bien, on sait aujourd'hui, grâce à des papiers qu'on a retrouvés notamment dans les archives de l'abbé Saunière, qu'il a reçu un certain nombre de donations importantes de certaines personnalités marquantes, comme la comtesse de Chambord, par exemple. Et toutes ces donations ont la particularité de venir de cénacles royalistes. Le prêtre, à son arrivée à Rennes-le-Château, a très clairement été mandaté d'une certaine façon par les milieux réactionnaires pour redonner vie à ce lieu. Et ainsi, il n'est pas étonnant de découvrir que la seconde donatrice en date de l'abbé Béranger-Saunière, une certaine Marie Cavaillé, est une activiste également, puisqu'on lui doit notamment ce recueil de poèmes, Fleur de Lys, qui est un recueil de poèmes dédié au comte et à la comtesse de Chambord. Alors, les choses aurait pu en rester là, évidemment, puisque un prêtre qui bénéficie de largesse de milieux réactionnaires à l'époque, c'est somme toute assez courant. Mais les choses n'en sont pas restées là, et très rapidement, on a l'acte 2 de la vie de Béranger-Saunière à Rennes-le-Château. Cet acte 2, c'est la construction de ce que j'ai appelé le domaine mystérieux, qui est un immense domaine, immense pour un prêtre, évidemment, il faut remettre les choses dans leur contexte. En effet, à l'aube du XXe siècle, ce prêtre, sans le sou officiellement, se met à ériger par exemple cette tour en verre, un belvédère qui cerne un parc et domine la vallée, une autre tour de style néo-gothique qui s'appelle la tour Magdala, et puis bien sûr la fameuse villa Béthanie, qui est une vraie villa bourgeoise avec un jardin d'agrément, une villa où il va recevoir avec un certain faste des invités qui viennent en général de milieux plutôt aisés, bourgeois ou aristocrates. Alors voici une vue de la tour Magdala en construction. Évidemment, c'est complètement inattendu pour un prêtre de campagne, comme est inattendu toute une partie de la décoration de ce domaine. Je donne ici un exemple, c'était un des panneaux peints qui ornait la villa Béthanie. C'est un panneau peint dont l'original a été réalisé par l'artiste Art Nouveau Alphonse Mucha. Béranger-Saunière l'a commandé à Homme Décor, un magasin d'ameublement d'intérieur parisien. Donc là, évidemment, on est très loin de ce à quoi on pouvait s'attendre, et ça ne va pas plaire à l'époque à tout le monde.
À partir de 1909, en effet, commencent les années noires de Béranger Saunière, puisque son évêque va vouloir mettre le holà à ce train de vie. C'est une entreprise, il faut le dire, hypocrite, puisque l'autorité ecclésiale a bien sûr attendu que le domaine soit entièrement fini et meublé pour dire stop à son prêtre en le nommant dans une autre paroisse que Rennes-le-Château. Et donc Monseigneur de Beauséjour, que l'on voit ici, va dans un premier temps demander à Béranger Saunière de quitter le village. Béranger Saunière va dire non et va progressivement se mettre en place un procès qui n'aura jamais d'issue, puisqu'en 1917, quand Béranger Saunière meurt, eh bien, aucun des deux partis engagés dans la procédure n'a triomphé de l'autre. Entre-temps, l'abbé Saunière avait engagé un avocat ecclésiastique, l'abbé Huguet, qui a porté cette affaire-là jusqu'en cour de Rome. Alors évidemment, ce train de vie, très surprenant, inattendu, a marqué les esprits. Et très vite, pour les villageois, il est certain que leur prêtre, à l'occasion des travaux réalisés dans l'église du village, a découvert un trésor. Cette rumeur est attestée de façon littéraire pour la première fois en 1936 dans un récit de voyage dans la Haute-Vallée de l'Aude, l'itinéraire en terre d'Aude de Jean Giroux. Jean Giroux est un médecin carcassonnais, originaire de Montpellier, et dans son itinéraire en terre d'Aude, alors qu'il décrit le village de Rennes-le-Château, il nous explique bien qu'il y a un choc visuel entre un village paysan très pauvre, dont plusieurs maisons sont dans un état de ruine assez avancé, et puis les constructions récentes de l'abbé Saunière, qui marquent par leur faste et par leur caractère neuf. Et à ce sujet, il note « C'est la maison d'un curé qui aurait bâti cette demeure somptueuse avec l'argent d'un trésor trouvé », disent les paysans. Et l'une de ces légendes, géographiquement la plus proche de Rennes-le-Château, concerne un petit éperon rocheux, situé à quelques kilomètres seulement du village de l'abbé Saunière. Ce petit éperon rocheux, c'est Blanchefort. Sur cet éperon restent les ruines de ce qu'on pense être un château. Et depuis longtemps, les paysans racontaient que sous cet éperon se trouvait un trésor extraordinaire. On en a une attestation littéraire dans le Voyage à Rennes-les-Bains du poète romantique Labuisse Rochefort, qui, en 1842, à propos de ce trésor de Blanchefort, nous dit qu'il est gardé par le diable et qu'il se porte à 19,5 millions en or, sans être précis sur la nature de ces 19,5 millions. Alors il est certain que Noël Corbus s'est inspiré de cette légende, puisque voici ce qu'il racontait à ses clients dans les années 50 à propos du trésor de Rennes-le-Château. Toujours d'après les archives qui donnent une liste du trésor, celui-ci se composait de 18,5 millions de pièces d'or en nombre, soit en poids environ 180 tonnes, plus de nombreux joyaux et objets religieux. On voit bien, évidemment, qu'il y a une exagération, mais cette exagération ne vient pas de nulle part, puisque ces 18 millions font écho aux 19 millions du trésor de Blanchefort. Alors, disons-le, même si c'est une opération publicitaire, il est bien évident qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que cette histoire de trésor, elle n'est pas née uniquement des constructions de l'abbé Saunière. On a très peu d'éléments, mais on en a néanmoins quelques-uns qui nous montrent que non seulement Béranger Saunière a trouvé quelque chose quand il a fait les travaux dans son église, mais qu'il a aussi par la suite cherché quelque chose. Alors parmi ces éléments tangibles, les plus sérieux sont pour une part cet extrait du journal de l'abbé, journal aujourd'hui très fragmentaire, mais le 21 septembre 1891, l'abbé Béranger Saunière consigne clairement découverte d'un tombeau. Et par la suite, on possède plusieurs éléments, comme cette plainte adressée par le maire de Rennes-le-Château à la sous-préfecture de Limoux. Et dans cette lettre, le maire explique que l'abbé a mis un peu sans dessus-dessous le cimetière de Rennes-le-Château, qu'il ne savait pas pourquoi, mais que récemment, on lui a appris qu'il faisait des fouilles. Le mot est employé par le maire de Rennes-le-Château, donc on sait que l'abbé a cherché quelque chose activement autour de l'église, et ce, pendant plusieurs années.
Alors évidemment, même s'il a cherché, on se doute bien aujourd'hui que ce n'est pas l'extraordinaire trésor qu'on a dépeint dans les années 60. En effet, avec le discours de Noël Corbu, ce mythe du trésor de Rennes-le-Château s'est progressivement amplifié. En 1956 paraissent à ce sujet les premiers articles de presse, c'est la Dépêche du Midi qui les publie. Le journaliste qui signe cette série de 3 articles est un certain Albert Salamon. Il est venu manger à la table de Noël Corbu, il a entendu cette histoire extraordinaire et il en a fait évidemment un papier avec un titre qui laisse rêveur, la fabuleuse découverte du curé au milliard de Rennes-le-Château, d'un coup de pioche dans un pilier du maître-autel, la Bessonnière, met à jour le trésor de Blanche de Castille. C'est cet article, cette série d'articles qui va véritablement mettre le feu aux poudres, puisque, évidemment, à partir de là, les articles vont se multiplier dans la presse locale et au niveau national aussi, dans plusieurs revues. On vient d'un peu partout en France chercher à résoudre l'énigme du curé au milliard, et en 62 paraît le premier ouvrage consacrant un chapitre entier au trésor de la Bessonnière. C'est Trésor du monde, du célèbre Robert Charroux. Je dis célèbre parce qu'à l'époque, il a une véritable aura, il fait des émissions radio. Et donc, c'est le début de la consécration pour la rumeur trésoraire. Et puis, entre 67 et 82, on va progressivement rentrer dans une autre phase. C'est-à-dire qu'au début, on est dans une rumeur paysanne, amplifiée par la presse locale. Et puis, en 67, paraît le premier livre entièrement consacré à l'énigme de Béranger Saunière. C'est L'or de Rennes ou la vie insolite de Béranger Saunière, curé de Rennes-le-Château. À partir de là, on va progressivement rentrer dans le mythe, puisque de nouveaux éléments s'ajoutent. On parle de parchemins codés, de sociétés secrètes. Et c'est Holy Blood, Holy Grail, traduit en français sous le titre L'énigme sacrée, publié à Londres en 1982, qui va vraiment donner une ampleur internationale à ce mythe, puisque à partir de là, il est question non pas d'un trésor matériel, mais bien d'un secret d'église qu'aurait découvert Béranger Saunière, secret d'église qu'il aurait monnayé au Vatican en vue de garder son silence et qui l'aurait rendu riche. Alors ce mythe, je le disais, c'est une histoire qui n'a plus rien à voir avec la version et la rumeur originale. Pourquoi ? Parce que déjà, on nous présente des parchemins. Donc l'histoire prend un caractère concret. On nous dit que Béranger Saunière a trouvé 2 parchemins, un grand et un petit, que ces parchemins présentent des anomalies, que ce prêtre curieux a été intrigué par les anomalies, qu'il les a montrées à son évêque, et que son évêque l'aurait à ce moment-là téléguidé vers certains prêtres évoluant autour de l'église Saint-Sulpice à Paris. À partir de là, Béranger Saunière serait rentré dans certains cénacles ésotériques, où il aurait rencontré la cantatrice Emma Calvé, grande cantatrice de l'époque, que l'on a pu comparer au niveau de la stature à Maria Callas, et puis, on le sait aussi, féru d'ésotérisme. Béranger Saunière ne fait pas que cela à Paris, il se rend au Louvre, et au Louvre, il achète une copie d'un tableau du peintre Nicolas Poussin, Les Bergers d'Arcadie, tableau qui présenterait certaines particularités. Le paysage de fond du tableau représenterait en fait un paysage voisin de Rennes-le-Château. Alors évidemment, plusieurs livres vont alimenter cette nouvelle version de l'affaire de Rennes. Plusieurs livres qui sont publiés par des auteurs qui a priori ne se connaissent pas. J'ai parlé donc de Gérard de Sède. Il y a toujours dans les années 70 Jean-Luc Chaumet qui va publier Le Trésor du Triangle d'Or. En 82, les éditions Atlas dans la revue de l'Inexpliqué, puis en volume séparé, publient Rennes-le-Château, capitale secrète de l'histoire de France, de Jacques Bretigny et Jean-Pierre Deloux. Et puis en 82, c'est L'énigme sacrée. Alors ce que l'on a longtemps ignoré sur ces publications, c'est que si elles étaient signées par des auteurs différents, eh bien en fait, derrière tous ces auteurs se cachait un seul et même homme, Pierre Plantard, né en 1920, mort en 2000. Cet homme a rencontré ces différents auteurs, il a joué le véritable rôle d'une éminence grise, a orchestré une manipulation magistrale, puisqu'il leur a raconté une histoire, son histoire de Rennes-le-Château, qui leur a fourni, pour étayer leurs ouvrages, un certain nombre de documents dont on sait aujourd'hui que beaucoup sont des faux. Et donc,
Pierre Plantard est l'homme qui se cache derrière ce rideau qui est le mythe de Rennes-le-Château. Pour faire cette manipulation magistrale, il est assez intéressant de noter un fait, une particularité, parce que ça va nous permettre de mieux appréhender ce qu'a voulu faire Pierre Plantard à Rennes-le-Château. Pour orchestrer ce mythe, Pierre Plantard s'est systématiquement, ou presque systématiquement, entouré de gens qui évoluaient dans les milieux artistiques. Par exemple, Gérard de Sède, à la base, est un écrivain surréaliste qui a côtoyé André Breton. Philippe de Chérisey, très proche comparse de Pierre Plantard, est également un homme de lettres qui a publié différents ouvrages ou critiques de pièces de théâtre. Et puis c'est un acteur que l'on a notamment vu dans le film Jeux interdits. Henry Lincoln lui-même n'échappe pas à ce parcours puisqu'avant d'être l'auteur de L'énigme sacrée, c'est aussi également un acteur. On le voit ici méconnaissable pour ceux qui l'ont côtoyé aujourd'hui dans un épisode de Chapeau melon et bottes de cuir. Et grâce à ces différents acteurs, écrivains, rêveurs, eh bien, Pierre Plantard a réussi à imposer dans les esprits, à côté de la vraie histoire de Rennes-le-Château, qui est une histoire assez simple, un prêtre qui fait des dépenses hors du commun, néanmoins explicables par certains réseaux politiques notamment, et qui fait quelques fouilles effectivement dans le cimetière, eh bien, à côté de cette histoire vraie, Pierre Plantard a imposé dans tous les esprits une reformulation où on voit à la fois des parchemins énigmatiques et macalvés et une mystérieuse société secrète sur laquelle je vais revenir et dont on voit ainsi ici l'insigne tel que présenté par Pierre Plantard, le fameux prieuré de Sillon, que l'on retrouvera quelques années plus tard dans le roman d'Alain Chicode. Autrement dit, y a-t-il quelque chose derrière ce miroir aux alouettes que Pierre Plantard a installé sur la colline? Et donc, quel statut faut-il donner aux écrits de Pierre Plantard, écrits directs ou indirects? Alors, évidemment, pendant longtemps a prévalu l'idée que Plantard était un imposteur. Les auteurs comme les lecteurs manipulés et trompés par lui lui ont voué une certaine amertume, et donc Plantard a longtemps été dénigré. Quand je me suis penché sur cette affaire de Rennes-le-Château, progressivement, je me suis posé la question du statut à donner à ces textes. Et donc, je les ai étudiés avec un regard nouveau, différent de celui qui était posé sur Pierre Plantard jusqu'à présent. Et de l'étude littéraire de ces textes, il est très vite apparu qu'il y avait énormément de raisons de changer d'avis sur la nature de la mystification orchestrée par Plantard. Alors, une des choses qui m'a fait avoir cette opinion sur les textes plantardiens, ce sont un certain nombre de phrases qui ponctuent les écrits, soit de Plantard, soit qu'il a inspiré. Et par exemple, ce passage de L'Or de Rennes de Gérard de Sède. Alors qu'il est en train véritablement de forger la légende de Rennes-le-Château, Sède écrit, sous l'inspiration de Plantard, la légende recourt au même procédé d'occultation que le rêve, rébus, jeu de mots, par étymologie, erreur de détails commise exprès, figuration de notions abstraites par des personnages, ou inversement. J'insiste notamment sur ce passage, erreur de détails commise exprès. On a l'impression ici que l'auteur reconnaît qu'il y a des erreurs dans son livre, mais que ces erreurs ont peut-être un sens. Et il y a dans ce livre tout un tas de passages qui, de cette façon, nous invitent à lire l'ouvrage de Sède non comme un essai historique ou une enquête journalistique, mais comme une œuvre symbolique dont il faudrait comprendre le sens caché. Voici ce que Sède écrit un petit peu plus loin. Et de même que l'analyse d'un rêve fait souvent apparaître le nom d'un lieu dissimulé derrière celui d'un personnage, Blanche de Castille peut fort bien être ici une simple métaphore du Castillo Blanco, du Château Blanc. Ici, il est très clair que De Sède nous invite à lire avec une clé onirique son livre. Il ne faut pas le percevoir au premier degré, mais il faut voir
à quoi renvoient les symboles qu'il a glissés dans son texte. Alors évidemment, ça pose une question, pourquoi dans Rennes-le-Château, capitale secrète, eh bien Pierre Plantard ajoute-t-il la couleur verte? On comprend pourquoi quand on lit ce texte que j'ai déjà signalé, donc Circuit de Philippe de Chérisay, puisqu'on voit apparaître à un moment donné du texte les trois couleurs. À propos donc d'Anne, qui est une des héroïnes de ce roman de Philippe de Chérisay, elle portait les trois couleurs de Béatrice quand Dante la découvrit, jupe rouge, corsage blanc et gabardine verte. Donc, on évoque donc de façon subliminale la figure de Béatrice dans Dante, figure évidemment du voyage dans l'au-delà, et on se rappellera que précisément dans Rennes-le-Château, capitale secrète, ces trois couleurs arrivent quand Pierre Plantard nous dit qu'il est dans un paysage habité. Les textes plantardiens acquièrent ainsi, par ce jeu sur la symbolique, une multitude de sens, et on va ici en explorer quelques-uns. L'un de ces auteurs majeurs, puisqu'on le retrouve attesté dans des écrits qui précèdent la mystification de Rennes-le-Château chez Pierre Plantard, est Oswald Viers. Alors, Oswald Viers a notamment écrit une série de 3 manuels destinés aux francs-maçons, d'abord à usage interne, des manuels qui reprennent tous les rituels et donc les paroles rituelles évoquées lors des initiations. Et il est très intéressant de comparer ces textes d'Oswald Viers aux écrits de Pierre Plantard. Ceux-ci, en effet, se dégagent sous un jour nouveau. Par exemple, dans Serpent rouge, le narrateur nous dit « Cherchez la ligne du méridien en allant de l'Orient à l'Occident, puis regardant du Midi au Nord. » Dans un texte qui a priori est une carte au trésor, évidemment, on va prendre ça au pied de la lettre, on va donc aller sur le terrain, puisque certains repères sont donnés, et on va suivre ces directions géographiques. Maintenant, si on est dans une démarche initiatique, eh bien, on fera le rapprochement avec les paroles échangées lors du rituel d'initiation au 3e grade. Comment voyagent les maîtres? Ce à quoi il convient de répondre de l'Orient à l'Occident et du Midi au Nord. On voit donc qu'avec cette clé, Serpent rouge prend un sens complètement différent de celui qu'on lui prête normalement. Dans une revue qui s'appelle Vaincre, qui est publiée en 89, eh bien, Pierre Plantard a inventé l'histoire d'un Tino Rossi venant se réfugier dans une cabane perdue dans les bois de Rennes-les-Bains. Et pourquoi venait-il là, au pied du Roqueneir? Un point très important pour Pierre Plantard, eh bien, pour chanter son amour pour la nature. Ça fait partie de ces signes que Pierre Plantard a laissés à qui voudra les trouver pour comprendre la nature et le fin mot de son message. Alors on voit ainsi se superposer dans Serpent rouge au moins 4 sens de lecture. La quête est d'abord une quête historique et archéologique. C'est la quête de la tombe de Marie-Madeleine. Mais cette quête historique archéologique est aussi symbolique. C'est la quête de la tradition atlante qu'il faut retrouver à travers la forêt des symboles. Cette quête, elle s'accompagne d'une quête initiatique introspective. C'est la quête de la belle endormie, donc de cette étincelle divine que l'initiation réveille en l'homme. Et puis, c'est la quête initiatique suprême, c'est-à-dire la compréhension isiaque des secrets de la nature. Ces 4 sens se superposent en permanence dans Serpent rouge, et on trouve ainsi, dans tous les textes de Plantard, une superposition très bien orchestrée de sens. Alors, par comparaison, voici l'image qui me semble le mieux incarner le mythe de Rennes-le-Château tel que bâti par Pierre Plantard. C'est un tableau de Salvador Dali qui s'appelle L'image disparaît. Quand on l'observe, en général, on voit d'abord une première image, et puis on se rend compte qu'en fait, il y a 2 images imbriquées l'une dans l'autre. C'est-à-dire que c'est à la fois un visage masculin de profil, avec moustache et bouc, et puis c'est aussi une femme qui lit une lettre, et les 2 images s'entremêlent et sont complémentaires. On peut imaginer que la femme lit une lettre envoyée par l'homme qu'on voit de profil. Voilà. Alors,
Pierre Plantard a structuré exactement de la même façon le mythe de Rennes-le-Château. C'est une combinaison d'images enchâssées les unes dans les autres qui peuvent donner l'impression qu'il n'y a qu'une seule chose à voir, mais dès que la vue s'acclimate, qu'on sait comment regarder, eh bien on voit qu'en réalité il y a différentes images dans ce mythe de Rennes. Alors il y a des constructions symboliques plus complexes encore puisqu'elles vont combiner plusieurs éléments. La plus parlante d'entre elles, c'est celle-ci. Je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, c'est l'insigne du fameux prieuré de Sion. Le prieuré de Sion, d'après les écrits plantardiens, est une société secrète qui aurait été créée en 1099 à Jérusalem et qui serait la gardienne de bien des secrets, dont le secret de Rennes-le-Château. Elle protégerait la dynastie cachée, cette dynastie qui trouverait son origine dans le mariage secret de Jésus. J'en viens à la dernière question, enfin une des dernières, il y en aurait évidemment d'autres, que pose ce décryptage de l'œuvre de Pierre Plantard, c'est comment Pierre Plantard a-t-il découvert ce sanctuaire perdu. Un des fils rouges de sa vie, c'est quand même la médiumnité et l'état de perception sensorielle. Pourquoi ? Parce que ça commence très tôt, dès son adolescence, je l'ai dit, avec cette figure majeure, Geneviève Zaeffel, qui le prend sous son aile dès son adolescence et qui va même financer la publication de Vaincre, par exemple. Vaincre est financé, entre autres, par des publicités de Geneviève Zaeffel. Alors, quand on lit Vaincre, on se rend compte que Pierre Plantard ne cesse de dire qu'il faut développer un don de voyance. Il explique, par exemple, en février 1943, dans un article majeur intitulé « Vers l'unité des forces », « Présent, passé, avenir ne sont qu'une illusion. Des êtres sensibles peuvent atteindre dans cet état second la sensation de percevoir, l'impression de vision ou le phénomène d'audition. » Et cette pratique, Pierre Plantard ne va jamais l'abandonner, puisque dans les années 60, alors même qu'il élabore le mythe de Rennes-le-Château, eh bien, il conçoit ce jeu de cartes qui est un jeu de cartes médiumnique, et il donne des consultations. Donc, on a ici un exemple d'une de ces cartes dessinées de toutes pièces par Plantard. Ceci dit, pour peu qu'on prenne le temps de s'atteler à comprendre le sens de cette construction littéraire, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus fascinant qu'une simple énigme historico-énigmatique. Voilà, et c'est sur ces considérations que je vais clore cette intervention en vous remerciant de votre attention et en précisant évidemment que ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions ou à vos réactions suite à une petite pause, je pense. Voilà. Merci Christian pour cette conférence qui, bien entendu, amène pas mal de questions. Je pense que les spectateurs vont certainement en poser beaucoup parce que même si tu as apporté des réponses, je pense qu'en fait, plus tu apportes des réponses, plus en fait, c'est comme un trou sans fond, et plus on creuse, plus... voilà. Donc je vous propose une petite pause pour l'instant avec notre petite collation, et puis ensuite nous reprendrons...